sur une série de personnes, essentiellement des militaires. Docteur Banga, comment vous analysez la suite de ce qui se passe au Mali et comment vous entrevoyez-vous une sorte d'issue vers la paix? Bien, déjà, on est tous désolés de ce qui se passe au Mali, même si on n'est pas tous surpris. Oui, c'est normal, il faut apporter une réponse juridique. Mais attention, il ne faut pas que la justice aggrave la situation, parce qu'on peut avoir beaucoup de confusion, beaucoup d'incidents, c'est normal qu'on recherche. Mais malheureusement, ça ce n'est que la conséquence. Le Mali vit quoi? Le Mali vivait une crise, et il y a eu un coup d'État il y a 5 ans, pratiquement. En août, ça fera 5 ans. Je pense qu'au bout d'un moment, au bout de 5 ans, il faut faire son bilan. Il faut faire son bilan. Aujourd'hui, quel est le bilan de la junte au pouvoir depuis août 2020? C'était un échec. Il ne faut pas avoir peur du mot. La junte malienne a échoué sur tous les plans. Sécuritaires, sociaux, paix. Donc, il faut d'abord prendre conscience de cet échec-là. Parce que quand on sait qu'on échoue, on peut échouer de bonne foi. Hein. On peut être vraiment animé. Il y a ceux qui disent que cet échec, c'est relatif. Parce que l'un des objectifs affichés par le pouvoir de transition au Mali, c'est de recouvrer sa souveraineté, ce qu'il semble avoir obtenu. Mais donc, il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec vous. La preuve qu'ils n'ont pas obtenu, c'est ce qui s'est passé il y a une semaine. Et c'est aujourd'hui la ville symbole de cette prétendue reprise de la souveraineté, c'est Kidal. Mais cette ville symbole, elle est aujourd'hui, j'ai envie de dire, le symbole de l'échec. Mais sur tous les plans, sécuritaire, social, financier, le Mali a reculé. Mais c'est clair. Et la preuve, c'est ce qui se passait le week-end dernier. Quand on a échoué, comme c'est le cas, on prend conscience de son échec et on se demande qu'est-ce qu'on fait pour en sortir. Et pour moi, ce qu'il faut faire pour en sortir, c'est d'abord la paix à l'intérieur avec tous les acteurs maliens. On ne peut pas continuer dans ces conditions-là, à avoir des exilés, à avoir des gens qui n'ont... Je rigolais ce matin quand un ami m'a envoyé la photo de manifestants pro-junte malienne en France. Je lui ai dit, comme c'est un pro-junte, je lui ai dit, ah ouais, ça fait plaisir. Mais est-ce que chez vous, il y a des partis politiques? Est-ce que chez vous, il y a une voix d'opposition? Est-ce que tous les Maliens parlent? Parce que finalement, ça doit être un combat national. Mais pour être un combat national, il faut nationaliser le combat. Il faut ramener tout le monde autour de ce combat. Donc déjà, ouvrir les discussions avec tous les acteurs majeurs du Mali. Les vrais. Pas les assises qu'on convoque en porte pour valider, légitimer des décisions qui sont déjà prises. Et ça va permettre, ça peut s'incarner par un nouveau gouvernement d'union nationale, de transition, avec 2 ou 3 objectifs clairs. Premier objectif, d'un délai raisonnable, fin de la transition. Deuxième objectif, ouvrir des négociations avec les mouvements avec qui on peut discuter, j'en reviens. Et troisième, reconquérir une partie du pouvoir, reconquérir le territoire. Pourquoi je parle d'ouvrir les discussions avec les mouvements? Ce qui arrive là, ce qui est arrivé là, est lié clairement à l'échec, voilà, au refus des accords d'Alger. Parce qu'il y a 3 acteurs au Mali. Il y a l'État malien, il y a les mouvements rebelles, regroupés aujourd'hui au sein du FLA, et il y a les groupes djihadistes. Pendant longtemps, d'abord en 2011, quand ça a commencé, il y avait une sorte d'accord de fait entre ces mouvements rebelles et les djihadistes. Ça n'a pas duré quelques mois. Et ça a explosé. Je parle sous le contrôle de Cheikh et de Keïta. Ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, souvent même, c'était même plus l'armée malienne qui combattait dans le nord, mais c'était le mouvement rebelle qui combattait des groupes djihadistes dans le nord. Pour avancer, qu'est-ce que la junte malienne a fait? Elle les a tous regroupés sous le vocable de terroristes. De fait, le FLA et le JNIM ont fait un alors où ils s'opposaient. Il faut déjà casser cette alliance-là. Parce qu'il y a un groupe qui a des revendications politiques avec lesquelles on peut discuter, on peut débattre. Est-ce qu'il faut aller vers une autonomisation? Est-ce qu'il faut aller vers une meilleure présence de l'État? Il faut aller vers une meilleure intégration? Ça se discute. Et puis il y a des groupes terroristes. Oui, en ce moment, il faut les combattre. Mais le Mali ne peut pas les combattre seul. Là encore, il y a une autre ouverture de paix à faire. Et doit le combattre d'abord avec ceux qui subissent, comme les Maliens. Parce que quand il y a la crise au Mali, au Burkina, au Niger, les premiers qui subissent sont les pays de la CEDEAO. On va y arriver tout à l'heure. Mais c'est avec nous, c'est ensemble qu'on doit trouver des solutions. D'accord. Donc moi, je pense que la solution aujourd'hui, après il faut constater cet échec, le reconnaître, et ouvrir 3 axes. Un axe interne, en regroupant tous les acteurs, toutes les forces vives du Mali. Ensuite, ouvrir des négociations politiques avec les groupes à revendication politique. Et puis avoir une coalition plus large. Ensuite, ouvrir des négociations politiques avec les groupes à revendication politique. Et puis avoir une coalition plus large pour répondre aux défis
sécuritaire face aux groupes djihadistes avec qui on ne peut pas discuter ou avec qui on ne peut pas avoir d'accord politique. D'accord. Eric Bayala? Oui. Moi, je pense que le Mali fait face à plusieurs acteurs aujourd'hui. Atu l'a dit, on a d'un groupe le Front de la libération de l'Azawad, on a le JNIM qui est lié à Al-Qaïda, mais ces deux principales forces qui combattent le régime militaire de Bamako n'ont ni les mêmes méthodes, ni les mêmes objectifs. D'un côté, on a le Front pour la libération de l'Azawad qui parle de la conquête d'un territoire et d'une autonomie territoriale. De l'autre côté, on a le JNIM qui se bat pour des revendications politiques, qui veut installer la charia au niveau du Mali. Mais à côté, vous avez l'État malien qui est représenté par le général Assimi Goïta, qui estime que les forces en présence ne sont pas légitimes pour négocier. Et lui, il propose une solution militaire pour asseoir la souveraineté du Mali. Mais laquelle souveraineté elle-même est déjà mise en cause dans la mesure où il y a une bonne partie du Mali qui est occupée par ses forces armées. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que le Mali doit pouvoir faire pour sortir de cette situation? Là est la grande question. Mais le problème aujourd'hui, c'est de savoir, il y a combien de personnes qui portent la voix du peuple malien au Mali? À part la junte militaire, il n'y a plus de société civile, il n'y a plus de partis politiques. Et donc, aujourd'hui, c'est les militaires seuls qui parlent pour et au nom et au compte du Mali. Là où aucune autre voix qui pouvait participer à cette dynamique nationale pour exprimer le ressenti des populations. Et face au régime militaire, quand vous prenez les responsables, on a vu le porte-parole du FNLA qui estime que dans la prise de parole du général, c'est un homme qui est déjà confit, c'est un homme qui est déjà abattu, c'est un aveu d'échec. À côté, il y a le JNIM qui s'organise. Le FNLA entend prendre encore d'autres régions au niveau du Mali. Mais face à cette situation, la junte militaire décide d'opposer une réponse militaire. Là où nous pensons, pour nous autres, qu'il faut forcément des négociations. Parce que, militairement, ce qui nous a été donné de constater, quand vous regardez les attaques du week-end dernier, la mobilisation des ressources humaines, la mobilisation de la logistique, la coordination de toutes ces activités-là pour mener ce coup, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de logistique qui a été mobilisée. Il y a beaucoup de personnes, de soldats, sinon de djihadistes mobilisés. Et on a même vu une complicité interne, comme l'a révélé le communiqué du procureur. Ça peut dire qu'aujourd'hui, l'État malien, sinon la junte militaire elle-même est fragilisée. Il y a une crise de confiance au sommet de l'État, au point où certains militaires n'ont plus confiance à la direction qu'a prise le général Assimi Goïta, au point où ils pensent que le salut du Mali se retrouve dans un autre régime, hormis le régime militaire. Pourtant, le régime militaire, quand il avait pris le pouvoir, il a dit que notre objectif, c'était de combattre les terroristes et de restaurer, j'allais dire, la souveraineté territoriale du Mali. 5 ans plus tard, le constat est qu'ils n'ont pas progressé. Bien au contraire, c'est le cœur du pouvoir malien qui est frappé. Et le premier défenseur de la République du Mali en a perdu la vie. Et donc, face à une telle situation, on ne peut que constater un aveu d'échec. Mais pour nous, nous pensons qu'il faut que le Mali, sinon les autorités de la transition, changent de paradigme. Le tout n'est pas dans la confrontation militaire. Il faut ouvrir, j'allais dire, un dialogue qui va prendre en compte toutes les forces, même les plus marginalisées, autour d'un dialogue dans lequel chacun aura la voix, sinon aura à extérioriser son ressenti pour qu'on puisse construire un dialogue national qui va ramener la paix. Parce que dans le conflit militaire, il est clair qu'aujourd'hui, le Mali vraiment n'a pas la même mise sur ce volet-là. Et la seule alternative, sinon peut-être l'éventuelle alternative qui lui reste, c'est vraiment d'engager une négociation. Et là où les négociations seront en cours, le Mali aura peut-être la chance de réorganiser son armée, de se repositionner et de gagner en temps. Très bien. Sinon, si... tout le monde parle de négociation avec les groupes armés, mais négocier avec un groupe armé qui a initié une attaque, qui a produit la mort d'un ministre, une haute personnalité de l'État central, est-ce que ce ne serait pas une manière de renforcer les groupes armés, notamment le FLA ou encore le JNIM? Est-ce que ce n'est pas une manière de valoriser ce qu'ils ont fait? Docteur Manga, rapidement. Oui, tu as posé la question de la frontière fine. Mais la frontière, elle était étanche ou elle était relativement étanche, je l'ai expliqué au départ. C'est vrai qu'au départ, il y a le Moujao et le MLA de l'époque qui commencent ensemble les attaques. Mais en même pas 2 mois, on se rend compte qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Il y a des gens qui sont des terroristes, des islamistes,
qu'un mode de vie. Il y a d'autres qui sont des autonomistes. Et d'ailleurs, en fait, c'est un pourtour. Il y a certains qui disent, OK, si l'État est plus présent chez nous, OK, on laisse tomber. Si on est plus intégré, voilà. Donc, il y a d'abord, pourquoi aujourd'hui la frontière est fine? La frontière est fine parce que dans sa stratégie, elle est devenue fine parce que dans sa stratégie, la jeune malienne a mis cet ensemble-là, les groupes rebelles et les groupes djihadistes dans le même lot. De façon même, ils disent, Keïta, c'est ça, à l'époque, c'est pour ça qu'ils se plaignaient du fait que les Français n'aient pas libéré. Ils voulaient tous les mettre ensemble. Donc, si finalement, au quotidien, tu me dis, vous êtes les mêmes, vous êtes les mêmes, vous êtes les mêmes, vous êtes les mêmes, ils ont mis 1 an à discuter d'abord, rien que pour avoir un accord de coordination de leurs attaques. Parce qu'ils se faisaient la guerre, ils se tapaient dessus. Donc, la frontière est devenue fine parce que dans le jeu tactique de la junte malienne, il fallait les mettre ensemble. Du gouvernement malien, il n'y a pas de souci, il fallait les mettre ensemble. Aujourd'hui, ça va. J'ai envie de donner l'exemple de Laurent Gbagbo et la crise en Côte d'Ivoire. Après 2004, 2005, on était coincés, on était embourbés, plus rien ne marchait. Il a pris de la hauteur. Il a regardé. Il a dit, bon, je change de stratégie. J'applique le dialogue direct. Ça nous a permis quand même d'avoir l'accord de Ouagadougou et de progresser jusqu'aux élections. On peut se tromper de bonne foi. Quoi qu'on en dise, Goïta et ses amis sont des Maliens, ils aiment le Mali. Ils peuvent se tromper de bonne foi. Pour moi, c'est un échec, mais ce n'est pas dit qu'ils ont préparé l'échec. Mais il faut au moins le constater. Le constater, à partir du moment où on le constate, on change de cap. Naturellement, tu as demandé si tout à l'heure, négocier quand on a tué le ministre de la Défense, ça ne fait pas des ordres. Oui, ça peut faire des ordres. Même négocier aujourd'hui, quand vous êtes en position, vous avez perdu, vous arrivez avec des faiblesses sur la table de négociation. Mais au moins, il faut ouvrir à partir d'aujourd'hui cette lucarne. Et cette lucarne, elle ne doit même pas commencer, et j'insiste dessus, on n'a pas commencé avec ces groupes rebelles-là. Elle doit commencer avec tous les acteurs maliens, mais tous les acteurs. C'est eux qui décideront le cap. À partir du moment où l'imam Diko, Dr Mariko, celui qui est en prison, l'ancien premier ministre qu'on a reçu ici, Moussa Mara, mon ami Cheikh, tous ces groupes qui se réunissent, discutent, trouvent un minimum. Ce minimum l'a conduit. Si les Maliens sont d'accord sur une voie, tous les partenaires, puisqu'il n'a pas eu de guerre de proxy, de monde géopolitique, sont obligés d'accompagner cette voie. Mais quand on désigne toute opposition, quand on désigne toute personne qui ne pense pas comme moi, comme un valet local, comme un apatride, comme quelqu'un qui n'aime pas son pays, mais ce sont des Maliens comme vous. Ce sont les forces vives du Mali qui vont d'abord trouver la solution. D'accord. Très bien. Cheikh Oumar, j'aimerais vous entendre, vous et Idrissa Keïta, sur comment on négocie avec le FLA, qui est un mouvement séparatiste, du JNIM, qui est un mouvement terroriste, quand les deux décident de coaliser. Déjà, comme Arthur l'a dit, ce cas de figure s'était posé un peu en 2012 et l'alliance n'a pas duré. Cette fois-ci, oui, les informations récentes nous laissent comprendre qu'ils ont fait au moins 1 année à travailler ensemble, à trouver comment fonctionner. Encore, oui, la réalité, c'est que si l'accord d'Alger était vivant, sous n'importe laquelle des formes. Moi, j'aurais été ce gouvernement, j'aurais demandé, bon, l'accord nous permet de négocier, de renégocier, renégocions. Ça te fait gagner du temps et ça te permet de continuer à récupérer ton territoire. Mais là, tout de suite, le constat est clair, les deux sont dans la même dynamique et sont en train d'œuvrer dans ce sens. Et il y a un acteur que l'on est en train d'oublier, c'est l'EGS, parce que l'EGS a participé au combat ce week-end. Mais il n'était pas dans les combats du 26. Non, ils n'étaient pas avec le JNIM ni avec le FLA, mais ils étaient à Ménaka et eux aussi, ils ont opéré. Donc, eux aussi sont là. Et Dieu sait quelle autre nouvelle nous pourrons découvrir. Mais la réalité aujourd'hui, pour avoir cette discussion, le premier élément, c'est que le leadership à Bamako décide qu'il veut aller vers la paix au lieu de dire qu'il veut aller vers la guerre. Et une fois que cet élément est obtenu, il faut trouver un cessez-le-feu d'abord. Ce cessez-le-feu, pour 1 année au moins, permettre à l'État de se réorganiser et de voir quelles sont les mesures les plus appropriées pour pouvoir faire face à cette crise. Il y a quelque chose que moi j'ai entendu à multiples reprises de la bouche de représentants du FLA et de la bouche de représentants du JNIM. Le chef d'état-major du FLA, je pense que c'est TV5 qui l'a même interviewé, il dit que non, quand le régime à Bamako va partir, il y aura des discussions et la paix reviendra. Il l'a dit. Celui-ci aussi, leur porte-parole, fait mention de ce type d'hypothèse. Donc, quand on écoute aussi l'autre qui s'est érigé en porte-parole du JNIM, il parle de revanche et il fait une menace. Il dit, même si ceux-là partent et que vous choisissez des gens comme ceux-là, ce serait le même résultat. Donc,
le constat est clair. Ces belligérants ont un souci majeur avec qui dirige le pays. Et on n'est plus dans une logique idéologique ou politique, c'est personnel maintenant. Parce que dans leur allocution, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous sommes venus faire chez vous ce que vous êtes allés faire chez nous. Donc c'est de la vengeance, c'est devenu personnel. Mais il y a un élément qui va être très difficile pour Bamako d'accepter ou de suivre, et qui est revendiqué par tous les deux autres belligérants, c'est le départ de Africa Corps. Est-ce qu'aujourd'hui, Bamako est en mesure de se défaire d'Africa Corps? Et si tel est le cas, se défaire d'Africa Corps, quelle serait la conséquence immédiate? Africa Corps, qui d'ailleurs est problématique pour même Bamako, parce que Bamako n'est même plus capable de se fier à Africa Corps lorsque Africa Corps arrive à négocier sa sortie de zone attaquée en laissant nos soldats en difficulté. Donc, ce qui explique même que la première sortie du président Goïta après son réapparition, c'est de discuter avec l'ambassade de Russie pour comprendre ce qui se passe et pourquoi ça se passe ainsi. Donc, c'est là tout le souci. Et le problème, pour moi, aujourd'hui, il est diplomatique. Et il nous faut peut-être donner la possibilité à un géant africain de se mêler de cette problématique et de forcer la porte à cette discussion. Et ce géant, pour moi, c'est l'Égypte. Et le Maroc et l'Algérie ils ne blaguent pas avec l'Égypte. Eux aussi considèrent la puissance égyptienne comme une vraie puissance et font très attention à ne pas frustrer cette puissance. Si on amène l'Égypte à table aujourd'hui comme nouveau médiateur, l'Algérie n'y verra pas de problème, le Maroc non plus. Et je pense qu'avec l'expérience que l'Égypte a avec les frères musulmans, avec tous les conflits, la guerre de 6 jours est là, ils peuvent ouvrir un canal pour obtenir un cessez-le-feu garanti par l'Union africaine pour 1 année. Et que pendant ces 1 année, on trouve les voies et moyens pour avoir un régime légitime à Bamako. Mais comme Arthur le dit, le leadership à Bamako n'arrivera pas à ça seul. Ils ont l'obligation maintenant de libérer la société civile, de libérer la classe politique, pour que ceux-là puissent contribuer à constituer une voie pour le Mali qui pèse sur la scène internationale. Parce que sur la scène internationale, aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères peut avoir toute la bonne volonté qu'il veut, sa voix ne porte pas. Et il ne sera pas écouté pour des questions de crédibilité et pour des questions de non-accord. Très bien. Moi, je discutais avec un haut diplomate et je lui ai dit, bon, il posait la même question que vous, en disant, le FLA s'est accroché avec le JNIM. Je dis, bon, ça fait qu'aujourd'hui, finalement, la catégorie terroriste peut être cochée. Et il m'a répondu en disant, il existe des États qui considèrent Wagner ou Africa Corps comme terroristes. Est-ce que l'on peut dire que les deux belligérants de ce côté se sont associés à des forces terroristes? Vous voyez à quel point nous sommes dans un dilemme politique et diplomatique sécuritaire